Une formule choc du président français a mis toute la diplomatie internationale en émoi. Emmanuel Macron dénonce la déliquescence de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, qu'il juge aujourd'hui inapte. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pour moi la mort cérébrale de l'OTAN. L'OTAN en tant que système ne régule pas ses membres. We need to step up European defense spending collectively. But just as war is not a thing of the past in Europe, defense cooperation must be the mark of the future in Europe. Le changement climatique peut avoir des effets extrêmement stressants sur des sociétés entières qui peuvent induire des conflits, notamment en termes de déplacement ou en termes d'accès à des ressources vitales comme l'eau. Libre-échange. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, avec Thomas Zerwal, économiste et enseignant-chercheur à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille. Gagner la guerre ou perdre l'environnement, c'était le titre d'un précédent podcast que nous avions réalisé en juin 2023. À cette occasion, nous nous étions concentrés sur le coût écologique de la guerre, en amont et en aval, et ce à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur la façon dont l'Europe, à travers ses institutions et ses membres, tente de répondre à cette double exigence, se préparer à la guerre, tout en se montrant à la hauteur des ambitions climatiques du continent. Guerre et changement climatique, vers une prise de conscience, c'est ce que nous chercherons à voir avec un invité spécial, délégué général de Confrontation Europe, Jérôme Quéré. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et bien sûr, nous retrouvons Thomas Zerwal, notre invité spécial habituel. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Alors Jérôme, pour commencer, honneur à vous, on va essayer peut-être de comprendre quelle est la politique de défense européenne. Et déjà, on va commencer par se dire qu'il n'y en a pas au départ. En tout cas, elle ne paraît pas très apparente au moment où l'Europe se constitue. Alors, il faut commencer par expliquer qu'une Union européenne a été créée pour éviter la guerre entre ses membres. Ouais. C'est pour ça qu'on a mis en commun le charbon et l'acier, qui étaient deux matières essentielles pour faire la guerre. En les mutualisant côté français et allemand, rejoint pas d'autres par la suite, ça empêchait vraiment les Européens de se faire la guerre entre eux, et ça a été le cas depuis lors. En parallèle, nous étions encore sous la menace de la guerre froide et les efforts en matière de défense étaient assez conséquents. Les pays d'Europe occidentale ont pour la plupart intégré l'OTAN dès sa création. La France a une position un peu particulière car elle a souhaité sortir de la structure militaire intégrée de l'OTAN sans sortir de l'organisation. Cela a traduit la volonté d'une indépendance un peu plus forte vis-à-vis des États-Unis. À l'époque, l'environnement n'était pas vraiment dans les radars de nos politiques, puisqu'il n'apparaît dans les traités européens qu'en 1986. À partir de la chute de l'URSS, les pays européens ont cru que la guerre était finie. C'est la fin de l'histoire selon Francis Fukuyama. Et les budgets de défense des pays européens ont chuté, à part pour la France et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, puisque ces deux pays ont une histoire particulière, notamment l'arme nucléaire. Le premier étant très attaché à l'autonomie vis-à-vis de l'OTAN, et le deuxième étant entré dans l'Union européenne bien plus tard et sorti depuis avec le Brexit. D'ailleurs, cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est assez dramatique en matière de défense, puisque ces deux pays étaient bien plus avancés en matière de coopération qu'avec l'Allemagne, qui était plus récalcitrante sur le sujet. Oui, on voit les couacs actuellement avec l'Allemagne sur l'organisation commune. Thomas, là, c'était pour le rappel peut-être historique. Qu'en est-il aujourd'hui des structures de défense européennes ? Alors, elles sont très lisibles et très complexes à la fois. Très lisibles pour deux raisons, parce que, le rôle de l'OTAN est prépondérant. On dit souvent que la défense européenne est complémentaire, voire subsidiaire de l'OTAN, et ça depuis sa création. Très lisible aussi parce qu'on a un partenaire privilégié qui s'appelle les États-Unis, qui est très important dans notre défense, et qui est tellement important que les États-Unis veulent un peu faire un pas de côté, prendre des distances, notamment pour remuscler leur propre défense et aussi pour se remuscler par rapport à la Chine. Alors très complexe aussi parce que, et je me suis amusé, vous allez voir, plus on a cherché à rattraper notre retard, plus on a cherché à s'autonomiser un peu, à se structurer, à innover, et plus on a multiplié les sigles. Ouais. Alors, amusons-nous un instant. Olivier, je vais simplement partir du traité de Lisbonne en plus, pour illustrer cette masse de sigles. La PSDC, pour politique de sécurité et de défense commune, qui est une des branches de la PESC, pour politique étrangère de sécurité commune, qui vise à renforcer l'autonomie stratégique de la défense européenne en créant, développant ou renforçant par exemple une PSDC civile,
une MPCC, je ne vais pas tout développer, bien entendu, la CSP, qui n'a rien à voir avec la catégorie socio-professionnelle, on parle de coopération structurée permanente, aussi appelée PESCO, l'EAC, les DIRPA, ou encore, et je m'arrête là sur les fonds européens, le FEDEF. Alors, je vous avoue que j'ai tout oublié déjà. Il y a un sigle néanmoins que j'ai retenu, que vous avez employé tous les deux, c'est celui d'OTAN. Là, c'est crucial dans les relations que peuvent avoir l'Europe avec les États-Unis et avec le reste du monde. Pourtant, en 2019, a été déclarée, cette organisation, en état de mort cérébrale. Qu'en est-il, Jérôme, de l'état des relations aujourd'hui entre l'Union européenne et l'OTAN ? Alors, on ne peut pas parler de défense européenne sans se référer à l'OTAN. Cette structure nous a appris à travailler ensemble dès 1949. Les États-Unis nous ont aussi poussé à nous organiser face à la menace soviétique. Et c'est la France qui a fait capoter la communauté européenne de défense en 1954 avec l'opposition des gaullistes d'une part et des communistes de l'autre. Après cet échec, les Européens ont été obligés de s'en remettre à l'OTAN, même si la France a pris ses distances avec sa structure militaire intégrée avant d'y revenir sous Nicolas Sarkozy. La plupart des pays européens se sont beaucoup reposés sur l'OTAN en baissant leurs investissements en matière de défense, notamment l'Allemagne. La plupart des pays de l'Est ayant rejoint l'Union européenne en 2004 ont également rejoint l'OTAN la même année, sauf Chypre et Malte. Ils sont très atlantistes et très attachés à l'OTAN. Seul Donald Trump pourrait les convaincre de miser davantage sur la défense européenne. Mais la nécessité de s'organiser entre Européens ne date pas des provocations de Donald Trump. Déjà, le regard de Barack Obama était plus tourné vers l'Asie que sur la protection des Européens. Républicains et démocrates américains sont plus concentrés sur le duel Chine-États-Unis que sur le soutien à l'Europe. Malgré sa responsabilité dans l'échec de la communauté européenne de défense, la France a ensuite beaucoup parlé d'Europe de la défense, autonome des États-Unis mais non indépendante, sans être suivie par les autres États. Face à la guerre d'invasion russe en Ukraine, les choses ont évolué, se rapprochant de plus en plus de la position française, mais il y a encore une marge. La France souhaiterait par exemple une préférence européenne pour l'achat d'armes et de munitions, notamment puisqu'elle est fortement productrice. Emmanuel Macron a dû concéder du terrain face à la République tchèque qui n'a pas manqué de pointer sa position un peu trop conciliante à ses débuts avec Vladimir Poutine. Lors du conflit ukrainien. Lors du conflit ukrainien, ouais. Oui. Plusieurs projets d'armement européens sont sur la table, mais certains États membres regardent toujours outre-Atlantique pour se fournir. La prochaine mandature européenne sera donc cruciale pour faire avancer ou non ce sujet. Oui, on voit peut-être une perte de naïveté européenne et un désir de se réarmer, comme dirait le président Macron. On en est où dans cette tendance, Thomas ? Alors, il faut bien comprendre que les chiffres sur la défense européenne sont souvent donnés en pourcentage du PIB. C'est très important pour la suite, et qu'il y a une règle qui a été décidée d'abord au sommet de Riga en 2006, puis après dans un autre sommet à Newport en 2014, qui nous dit ceci, je vous le lis. Les pays européens de l'OTAN doivent s'engager et respecter un objectif de 2% minimum de leur PIB dans la défense. Okay. Et pour être encore plus précis, à l'intérieur de ces 2%, il y a au moins 20% du budget qui doit être consacré à l'achat d'équipements. D'accord ? Donc, ces deux objectifs doivent être respectés dans les 10 ans. Et pour rappel, c'était à partir du sommet de Newport, Olivier. Donc, en 2014. Et aujourd'hui, on est en 2024. La mission est-elle réussie ? Alors, en 2023, parce que je ne dispose que de ces chiffres-là, 10 pays européens atteignent ou dépassent ce niveau de 2%. Je vais les citer dans l'ordre croissant, la Slovaquie, Chypre, qui sont à 2%, tout juste sur la barre. Puis après, ça augmente un peu avec la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, la Lituanie, l'Estonie, la Grèce, et enfin la Pologne, qui est au plus haut, à 3,9%. Okay ? Mais bien sûr, si je prends les 5 pays les plus peuplés d'Europe, seule la Pologne fait partie de ces pays qui respectent la règle. Les autres, absolument pas. On y va aussi dans l'ordre. La France est à 1,9, l'Allemagne à 1,6, l'Italie à 1,5 et l'Espagne à 1,3. Bon. Alors après, il y a 2 précisions importantes à faire pour compléter ce propos. Il ne faut pas confondre, et vous commencez à le savoir, Olivier, avec nos nombreux échanges, pourcentage du PIB et montant qui est développé par chaque pays. Alors, je me suis aussi amusé avec une base du CIPRI. J'ai cité la Pologne tout à l'heure, mais c'est seulement un peu plus de 20% de notre budget de défense français. J'ai cité aussi la Grèce, c'est un peu plus de 14%. Et l'Estonie, pour vous donner un 3e exemple, c'est 1,32%. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que, même si je les ai cités rapidement, il ne vous a pas du tout échappé que les pays européens qui respectaient tous la règle des 2% étaient en Europe de l'Est.
Là encore, je me suis plongé sur des chiffres. En 2022, les dépenses militaires mondiales avaient augmenté depuis 8 années consécutives. Elles ont atteint un top niveau et les pays qui ont le plus, investi sur ce secteur sont les pays en Europe, de l'Est, et je pense précisément à la Pologne, la Suède, la Lituanie et la Finlande. Donc Olivier, il y a, même si on s'en doutait un peu, un véritable effet guerre en Ukraine. Oui, et Jérôme, je vais me tourner vers vous, parce que puisqu'on parle de cette situation, on ne pouvait pas l'éviter évidemment. Quelle a été la réaction européenne face à ce conflit et comment la jugez-vous cette réaction ? On dit souvent que l'Union européenne est trop lente face aux crises. Elle a prouvé que ce n'est pas du tout le cas face à l'invasion russe en Ukraine. La facilité européenne pour la paix a été rapidement déclenchée pour fournir armes et munitions à l'Ukraine dès le début du conflit. 13 trains de sanctions ont été pris à l'égard de la Russie à l'unanimité des 27, ce qui n'était pas gagné d'avance. Les États membres, notamment à l'Est, ont beaucoup œuvré pour être indépendants de l'énergie russe, du gaz et du pétrole. Les 3 pays baltes ont coupé le gaz russe en seulement quelques semaines grâce à des investissements passés soutenus par la Commission européenne pour être mieux connectés aux pays voisins. Mais pour que les Européens soient totalement indépendants de l'énergie russe, il n'y a pas de secret, il faut investir massivement dans les énergies neutres en carbone. Et ça tombe bien, ça va totalement dans le sens des objectifs climatiques dont s'est dotée l'Union européenne. Cette guerre nous permet de repenser notre mix énergétique. Plusieurs pays se sont d'ailleurs ralliés à la position pro-nucléaire de la France, comme la Bulgarie ou la République tchèque. L'Allemagne, elle, a pâti de mauvais choix du passé. Le projet Nord Stream 2 a été arrêté non sans difficulté en raison des liens de responsables politiques allemands avec la société russe Gazprom. Et le pays a quand même progressé en matière d'énergie renouvelable, mais pas de façon suffisante pour combler l'arrêt du nucléaire et la diminution de l'approvisionnement en gaz russe. La coalition gouvernementale fait face à une grogne importante en raison des conséquences sur le niveau de vie. Le pays a également contraint et forcé évoluer en matière de défense. C'est ainsi que la boussole stratégique a pu être adoptée alors qu'elle était perçue comme une lubie française au départ. Cette boussole définit les grandes orientations de la sécurité et de la défense européenne jusqu'en 2030. Les mots « souveraineté européenne » ne sont plus tabous à Bruxelles ou à Strasbourg, et c'est un succès pour Emmanuel Macron, même si sa position initiale face à Vladimir Poutine a été perçue comme trop conciliante par les alliés. L'Allemande Ursula von der Leyen, candidate pour conserver la présidence de la Commission européenne, a présenté des annonces importantes en matière de défense pour son prochain mandat si elle est nommée de nouveau. Ces annonces ont été rapidement surenchéries par le commissaire européen français Thierry Breton. La défense européenne est donc plus un tabou, d'autant plus avec les sorties provocantes de l'Américain Donald Trump, qui pourrait redevenir président des États-Unis et qui menace les Européens d'encourager Vladimir Poutine à attaquer les Européens qui ne paieraient pas leurs factures. Olivier, ce qui vient d'être dit là par Jérôme est extrêmement important. J'ai la citation sous les yeux, si vous voulez, je peux vous la relire, parce que c'était extrêmement grave. On pose la question suivante à Trump. « Si nous ne payons pas et que la Russie nous attaque, nous protégerez-vous » Et il répond vraiment « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire tout ce qui leur chante. » Bon. Et en plus, selon moi, Trump part de 3 constats qui sont complètement faux, mais il y a peut-être une idée derrière la tête aussi. Alors, quels sont ces constats ? Alors, il dit que les États-Unis fournissent 90% du budget de l'OTAN. C'est faux. Les États-Unis fournissent 20%, un peu plus de 20% du budget de l'OTAN. L'Allemagne, pour donner une comparaison, c'est un peu plus de 14%. La France, c'est 10%. Première chose. Deuxième chose. Trump accuse régulièrement l'Union européenne de concurrence déloyale vis-à-vis de ses firmes américaines. Alors, je tiens juste à rappeler que les États-Unis exportent près de 10 fois plus de biens et de services de défense vers l'Europe que l'Europe n'exporte vers les États-Unis. Première chose. Et cet homme, on n'en doutait pas non plus, manque pas de culot, puisqu'il existe une réglementation américaine qui s'appelle ITAR, ITAR, pour International Traffic in Arms Regulations, qui dit, je cite, impose aux fabricants d'un matériel de défense comprenant un ou plusieurs composants américains d'obtenir l'autorisation des États-Unis pour vendre ce matériel. Alors, pour bien comprendre ce dont on parle, je vais vous donner l'exemple qui est repris un peu partout. Bon. Si, dans un avion, un Rafale pour ne pas le citer, il y a un seul composant américain, les Américains peuvent nous bloquer.
Mais ça va même encore plus loin, si dans un avion, dans ce fameux Rafale, qui est reprise partout, un seul composant fait partie d'un missile qui accompagne ce Rafale, alors les États-Unis peuvent bloquer la vente. Bon. Troisième chose, je terminerai en rappelant que les entreprises américaines se portent bien. Dans le classement du CIPRI sur les 100 premières plus grandes compagnies américaines de défense et d'armes, les 5 premières sont américaines. Et en plus, les États-Unis exportent le plus d'armes au monde, c'est le plus grand exportateur. Mais c'est là où Trump est peut-être un peu vexé parce que le classement en 2022 était États-Unis, Russie, France et Cocorico, un Cocorico étrange, mais un Cocorico quand même. Cette année, la France passe 2e exportateur mondial d'armes. Alors la France passe de la 3e à la 2e place, ça souligne une dynamique qui est forte, et pourtant on ne cesse de parler du manque d'armes dans le conflit ukrainien. Est-ce qu'on dispose d'une marge de manœuvre ? Alors c'est une question qui est aussi difficile parce que ça dépend de la durée, de l'intensité des conflits et accessoirement des données classées défense. Un rapport de la Commission de la Défense nationale et des forces armées avait indiqué en 2023 que nous tenions quelques jours. Et il y a rien. Ouais, c'est rien du tout. Et il y a un article aussi dans le Figaro qui précise que, je cite, en France, les stocks sont dramatiquement bas. Avant la guerre, l'armée achetait de quoi produire 20 000 obus par an, soit quelques jours de combat en Ukraine. Alors, et comment on peut expliquer qu'on soit arrivé à des taux et des niveaux si bas ? Alors, si les stocks ont baissé pour quasiment disparaître depuis 2007, c'est pour 2 raisons principales. Évidemment, il y a une contrainte budgétaire qui est forte. On stocke moins, on vend plus, on l'a dit, donc ça rapporte, sauf en cas de conflit de haute intensité, évidemment. 2, on est passé d'une logique fordiste, de stockage, de grande production de masse, à une logique un peu plus de juste à temps. Et quand on passe à cette nouvelle organisation, on ne produit que pour répondre à une demande. C'est très classique en gestion. Mais une nouvelle fois, ça bloque dans un conflit de haute intensité. Donc penser que le stock est le mal absolu, c'est très courant en gestion, mais quand un conflit apparaît et qu'il dure, si vous n'avez ni stock roulant, ni stock de sécurité, vous êtes en grande difficulté. Venons-en à l'autre partie de notre thématique, qui est celle du changement climatique, et on verra comment on pourra relier ces 2 questions. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer le coût écologique de conflits comme celui ukrainien ou comme celui en cours dans la bande de Gaza ? Il est très difficile d'estimer le désastre écologique causé par ces 2 conflits alors même qu'ils ne sont pas terminés. Une chose est sûre, le coût pour l'environnement de la reconstruction s'alourdit chaque jour du conflit. Il faudra reconstruire de nombreux bâtiments effondrés et ce ne sont pas uniquement des bâtiments militaires. On parle ici de bâtiments d'hôpitaux, d'écoles et de nombreuses habitations. Ces reconstructions devront être opérées le plus rapidement possible une fois la guerre terminée. Il est peu probable que l'on prenne le temps de penser à l'éco-construction car il faudra pallier à l'urgence. Tout l'argent dépensé dans le réarmement et la reconstruction ne l'est pas dans la transition écologique, mais c'est le prix à payer pour se défendre face à l'agresseur. Olivier, si je peux compléter quand même, parce que c'est une question redoutable qui a été posée à Jérôme. Il faut pouvoir évaluer l'impact environnemental d'une guerre, mais une guerre cause des impacts qui sont durables, diversifiés, diffus et indirects. Donc c'est même encore très difficile, on l'avait déjà évoqué, d'évaluer correctement les dégâts environnementaux de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. On va élargir peut-être, ne nous concentrons pas sur le conflit, mais sur la défense en général et sur l'armée en particulier. Alors là aussi, ça pourrait paraître un peu plus simple, mais je vais commencer par vous expliquer les difficultés qu'on rencontre pour répondre à cette question, et ensuite je vous présenterai les données dont je dispose. D'accord. Alors, premier exemple de difficulté au niveau européen. Depuis décembre 2019, Olivier, le Conseil européen, avec son Green Deal, va inclure les objectifs climatiques dans toutes les politiques sectorielles de l'UE, dont l'armée. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais, quand c'est dûment justifié, le ministère peut obtenir des exemptions ou des dérogations. Bon, alors là, ça bloque évidemment au niveau des connaissances. Deuxième exemple de difficulté, mais cette fois au niveau national. La loi oblige, depuis juillet 2010, à publier le bilan carbone de l'armée et à le mettre à jour au moins, je dis bien au moins, tous les 3 ans. Jusqu'ici, tout va bien. Mais à ma connaissance, et selon un rapport de la Cour des comptes qui est paru le 12 mars 2024, donc c'est tout récent, un seul bilan carbone de l'armée a été réalisé, et c'était, Olivier, en 2013. Donc ça a été très curieux, très étrange pour moi, de trouver plus facilement le bilan carbone de l'armée américaine, qui au passage est de 56 millions de tonnes CO2, et pas celui de la France.
Bon. Et troisième exemple, encore plus précis, dès lors qu'un bâtiment fait plus de 1000 mètres carrés, il est obligatoire de réduire sa consommation d'énergie. Très bien. Sauf que les données et la protection des données relatives à la défense est venue limiter les données diffusées. Et donc très difficile de se procurer des données sur l'armée. Oui. Mais grâce à vos talents, on y est parvenu. C'est très gentil, Olivier. Je vais rester modeste et je vais rester sur le cas français. Bon, alors déjà, on sait que l'armée dispose d'un parc immobilier de plus de 25 millions de mètres carrés, ce qui correspond environ à 25% de la surface totale qu'occupe l'État. Vous ajoutez à cela 250 000 agents militaires et civils. Donc évidemment, ça génère deux choses, une consommation d'énergie et un coût. Alors sur la consommation d'énergie, j'ai le dernier chiffre en tête, c'est 1,45% de la consommation française. Ouais. Ce qui peut paraître faible, donc je vous propose un autre chiffre, je vais le dire autrement, c'est 835 000 mètres cubes de produits pétroliers. D'accord ? Deuxième chose, tout ceci a un coût, c'est environ 3% du budget de la défense, et là encore c'est peut-être un peu moins parlant, ça correspond environ à 1 milliard d'euros. D'accord. Mais qu'est-ce qui va consommer le plus ? Alors, il y a deux aspects. Il y a 75% de cette consommation qui provient des activités qu'on appelle activités opérationnelles. Alors, activité opérationnelle, Olivier, simplement, principalement la mobilité, notamment la mobilité dans l'aéronautique et dans la marine. Et après, le quart qui reste, ce sont les infrastructures, avec principalement des dépenses en électricité, suivi du gaz, suivi très très loin du fuel, et après on retrouve des éléments dont Jérôme a parlé avec un peu plus d'énergie renouvelable. D'accord, mais on est dans une économie avec des technologies innovantes qui nous permettent d'aller vers plus de sobriété. Alors est-ce que cette consommation s'aggrave ou est-ce qu'elle tend à diminuer ? Alors là encore, il faut reprendre les deux aspects. Pour ce qui est des activités opérationnelles, elles s'aggravent, puisqu'on utilise de plus en plus de numérique. On avait réalisé un podcast aussi là-dessus. Très intéressant d'ailleurs. Alors, je peux multiplier les exemples, mais je pense aux armes, aux capteurs, aux systèmes de communication, aux systèmes de surveillance. Je pense aussi à la climatisation de plus en plus forte pour justement maintenir dans de bons niveaux de température ces systèmes de surveillance, les data centers. Et vous ajoutez à tout ça tout ce qu'embarque un militaire, et vous ajoutez à tout ça tout ce qui accompagne les militaires, drones, robots et batteries. Maintenant, par contre, sur le quart restant, le côté infrastructure, l'armée est beaucoup plus vertueuse. On estime que depuis 10 ans simplement, l'armée a réduit sa consommation énergétique de 20%. Alors, pour deux raisons principales. Il y a une véritable chasse au gaspillage. Il y a une mutualisation aussi des bâtiments qui permet ça. Et deux, on ne va pas se mentir, l'armée a réduit son format. Donc l'armée agit en faveur de l'écologie. Oui, donc dire que rien n'est fait dans l'armée, c'est faux. Et je veux quand même terminer par un point qui me paraît, moi, très important. La défense, Olivier, est un secteur à part. On ne peut pas exiger de ce secteur, selon moi, les mêmes exigences environnementales au même tempo que les autres secteurs. Je vais vous donner que deux exemples pour l'illustrer. Vous avez entendu parler de la norme Euro 6 pour les carburants sur les véhicules civils. Normalement, ça devrait s'appliquer pour les véhicules militaires. Or, ça contraint très largement la performance des véhicules militaires. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Secteur à part. Deuxième exemple, la durée de vie de certains véhicules dépasse largement, côté militaire, celle des véhicules civils. Donc là encore, c'est pas si simple de remplacer un parc automobile quand il s'agit de la défense. Avant même de parler de conflit, on voit donc que l'armée crée, suscite, génère des dépenses énergétiques. Et donc, un changement ou affecte le climat et notre environnement. On va prendre la question à l'envers. Est-ce que le changement climatique va susciter des conflits et donc, bien sûr, impacter l'armée et son organisation ? Alors, le réchauffement climatique a une incidence certaine sur la rareté en eau potable. De nombreux experts nous alertent sur les conflits qui en résulteront. Cela ne touchera pas uniformément le globe et les réfugiés climatiques iront vers des zones moins touchées directement. Les Européens n'ont pas été à la hauteur lors de l'augmentation des demandes d'asile suite au conflit en Syrie. Et l'Union européenne a depuis trouvé un accord sur le pacte asile et immigration en décembre dernier et qui a été plus récemment voté au Parlement européen. Il n'est pas sûr que cela soit suffisant face à la situation anticipée par les experts. Nous parlons régulièrement des réfugiés climatiques aux différentes COP, mais nous ne préparons pas suffisamment à leur arrivée. Thomas, je vais vous poser la même question. Est-ce que les changements climatiques vont augmenter les tensions géopolitiques ? Alors, si je dois être rapide sur ce point, moi j'aimerais qu'on insiste sur le continent africain et je vais le faire en me limitant à quelques exemples. On l'avait déjà vu aussi sur un autre podcast, Olivier, l'agriculture reste le secteur primordial dans de nombreux États africains et le changement climatique, avec la sécheresse notamment, fragilise davantage l'agriculture, donc fait baisser la productivité, vous vous souvenez, les rendements et fait aussi augmenter les prix.
Donc tout ça, le changement climatique, va entraîner des conflits entre États pour sécuriser, pour s'accaparer ces ressources qui deviennent très rares comme l'eau. Bon. Maintenant, quelques exemples très précis. Je pense notamment aux tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur les eaux du Nil. Deuxième exemple, je peux vous donner les tensions qui existent entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad sur les eaux du bassin du lac Tchad. Troisième exemple, toujours lié à l'eau mais qui concerne la pêche, hausse des températures d'un côté et pollution de l'autre rend rare une ressource qui est indispensable pour se nourrir et vont encore augmenter les tensions dans le golfe de Guinée. Dernier exemple autour de l'eau, de la pêche et des terres agricoles, c'est la même logique, je ne développe pas plus, mais c'est ce qui a aussi provoqué le conflit au Darfour. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre changement climatique et tensions sur le terrain. Oui, on les voit déjà sur le terrain, elles sont là concrètes. Et j'imagine que l'armée ne reste pas indifférente à ces changements et les élabore, les conçoit stratégiquement pour l'avenir. Oui, alors il y a plusieurs façons de présenter ça. Il y a une première problématique interne-externe. Alors, sur la sécurité nationale intérieure, on anticipe par exemple l'arrivée de migrants. Donc on augmente par exemple la surveillance maritime aux États-Unis et ils vont investir des millions de dollars, par exemple à Guantanamo Bay, en cas de trop grande migration pour pouvoir loger les migrants. Ça, c'est intérieur. Extérieur, le changement climatique a aussi des conséquences très concrètes, par exemple sur ce qu'on appelle l'ISR en américain, qui se traduit par renseignement, surveillance et reconnaissance. Ça, c'est une première façon de le présenter. Il y a une deuxième façon de le présenter, qui se structure autour des 3 piliers de l'armée. On y trouve les infrastructures, les équipements et les entraînements, pour ces 3 piliers. Infrastructure, par exemple, encore une fois aux États-Unis, donc le DoD, Department of Defense, a évalué la vulnérabilité de 79 infrastructures importantes. Et il y a une base, par exemple, qui essaye de modéliser la montée des eaux et qui, grâce à cette modélisation, peut être bien plus efficace pour mettre des murs plus hauts, plus durs, et pas simplement attendre la catastrophe et pallier ça avec des sacs de sable. Côté équipement, c'est intéressant parce qu'on ne sait rien du tout du côté américain. Par contre, on sait du côté russe qu'ils investissent énormément dans des brise-glaces et aussi dans des équipements qui vont supporter des froids extrêmes. Côté entraînement, pour le 3e pilier, on sait aussi que l'armée américaine notamment réalise de plus en plus de simulations pour mieux former aux conditions météorologiques extrêmes. Thomas, vous insistez beaucoup sur les États-Unis depuis le début. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en avance ? Olivier, ils sont très en avance, ils sont même pionniers. Je rappelle que le changement climatique est reconnu par le Pentagone dès 1990 comme un enjeu de sécurité. Je rappelle aussi qu'en 2010, le DoD reconnaît officiellement le changement climatique comme cette fois une menace à la sécurité. Et même Trump, qui en retirant de façon absolument folle le terme changement climatique dans tous les rapports, n'arrivera pas à arrêter la réflexion sur cette corrélation entre tension, guerre et changement climatique. Et qu'en est-il pour l'Europe ? Alors pour l'Europe, c'est à partir de 2020 qu'une feuille de route est présentée, qui est organisée autour de 3 piliers. 1, dimension opérationnelle. 2, développement des capacités. Et 3, diplomatie. Alors il faut dire quand même que comparé aux États-Unis, le passage de la théorie à la pratique reste limité à quelques pays. Alors pour synthétiser, on a compris dans votre développement à tous les deux l'importance de l'OTAN pour l'Europe jusqu'à aujourd'hui, avec un jeu habile et subtil de dépendance et d'autonomie. On a aussi compris que la défense reste un secteur ou une activité à part. Son impact sur le changement climatique est indéniable, même si la défense tente de faire évoluer ses pratiques. L'Europe semble aujourd'hui à un croisement, elle tente de monter en puissance en matière de défense, tout en tentant de corriger de plus en plus les externalités négatives de son armée. Pour conclure, qu'est-ce que vous répondriez tous les deux aux sceptiques qui s'interrogent sur l'Europe et qui ont le dessein ou le destin d'en sortir ? Thomas ? Je répondrais qu'on ne joue pas dans un espace clos, au contraire. En économie, c'est exactement la même chose, qu'on soit en micro, méso ou macroéconomie. Et que l'une des forces pour s'en sortir, c'est d'activer la coopération. Donc pour le secteur de la défense comme pour le changement climatique, jouer ensemble, c'est la meilleure solution. Je répondrai aussi que, et pas sur l'économie simplement, en gestion, et que particulièrement en logistique, 2 forces sont bien identifiées, bien connues. Elles s'appellent la massification et la mutualisation. Et encore une fois, on ne peut pas être performant face à ces défis géopolitiques et climatiques si on joue seul, sans équipe. Et pour vous, Jérôme ?
Oui, ces deux domaines nécessitent une coopération forte entre les États européens. La France seule ne pourra rien faire. Par contre, au sein de l'Union européenne, elle peut peser sur les positions de l'organisation. Mais ça dépend aussi des élus qu'elle enverra au Parlement européen à la suite des élections européennes du 9 juin pour la France métropolitaine et 8 juin en Outre-mer. Alors je précise que cet enregistrement a eu lieu un peu avant ces élections. Il sera diffusé quelques semaines avant. Ça donnera peut-être à certains l'envie de s'investir et de s'intéresser au débat européen. Je vous remercie Thomas, je vous remercie Jérôme pour votre participation à ce dernier épisode de Libre-Échange de la saison. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt Olivier, merci beaucoup. Ce podcast vous a été proposé par l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et l'IFG Executive Education.